Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. T'as fait un cauchemar? Horrible. T'as fait un cauchemar de quoi? De Tintin. Oh là là. Lorsque je me remémore mon enfance, il y a des œuvres de fiction d'univers plus ou moins divers, comme des films d'horreur bien évidemment, mais aussi des films qui n'ont pas vocation à faire peur, comme SOS Fantôme, ou comme certains dessins animés qui m'ont fait flipper quand j'étais petit. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je ferai mon top 10 des scènes, tous médias confondus, jeux vidéo, films, séries, dessins animés, qui m'ont fait flipper. Ça pourrait être intéressant. Mais en ce qui concerne les dessins animés, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, j'ai tout de suite deux passages qui viennent en tête. Celui que vous avez vu, avec la fenêtre et Raskar Kapak. Combien de fois je me suis endormi en ayant peur qu'il ouvre ma fenêtre, malgré le fait que j'avais des volets fermés ou des rideaux. Et puis il n'y a pas que cette scène-là qui est flippante dans les 7 boules de cristal. Il y a aussi... J'en parlerai après, les 7 boules de cristal. On va faire le top des 10 Tintins que je préfère. Et il y a un autre dessin animé que j'avais envie de citer, qui est tout aussi flippant et dérangeant, qui est La Belle au bois dormant. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, qui a eu l'idée, et c'est génial, de mettre cette musique et les yeux, la tronche de Maléfique dans cette cheminée? C'est absolument flippant, même aujourd'hui, ça me fout des frissons. C'est impressionnant à tel point, pareil, quand je m'endormais le soir, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'ai eu peur d'entendre la musique d'un seul coup, et du coup, d'imaginer que Maléfique serait en train de me regarder pendant que je dormais. Wow. Bref, tout ça pour dire que ça m'a inspiré, cette vidéo, de faire mon top 10 des albums de Tintin, je vais pas y arriver à dire normalement, de Tintin, là c'est bien, en mélangeant la BD d'origine et l'adaptation d'Ellipse en 1992, tous ces dessins animés qui ont été adaptés des BD qui sont très connus et qui passent souvent sur les chaînes pour enfants et qui sont disponibles sur Amazon Prime, je crois, ou sur Netflix, je sais plus lequel des deux. Du coup, ça m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui, à savoir classer les 10 Tintins que je préfère en mélangeant la BD d'origine et l'adaptation signée Ellipse en 1992, qui retranscrit parfois à merveille l'ambiance des BD, voire qui parfois les surélève, ou parfois fait moins bien. Un peu comme j'ai fait pour Harry Potter, je vais essayer de faire un classement qui tienne compte à la fois de la BD et de ce qu'on en a fait dans l'adaptation. Alors j'ai hésité longtemps à faire un top 22 des 22 dessins animés et non pas des 23 parce que Tintin au Congo, ça n'existe pas. Et Tintin au pays des soviets, qui est vraiment le tout premier, n'est pas sorti en animé non plus. Et de toute façon, Tintin au Congo aussi, il n'y a pas eu de dessin animé, il me semble. Donc je voulais faire les 22 de Tintin en Amérique au Picaros, mais je me suis dit que ça ferait long quand même. Et globalement, les Tintins que j'aime le moins, je peux en citer quelques-uns, mais j'aime pas les Tintins au début où il n'y a pas forcément le Capitaine Haddock et Tournesol. Donc tout ce qui est l'oreille cassée, Tintin en Amérique, le Cêtre d'Autocar, tout cela, je les aime pas tellement. Le Lotus bleu à la limite et les Cigares du Pharaon parce qu'il y a une ambiance. Mais tous ceux qui sont avant le Crabe aux pinces d'or, il y a peu de chances qu'ils fassent partie du top 10 qu'on va faire là. Je spoil un peu, mais c'est pas grave. Et juste avant de commencer ce top, je veux vous renvoyer vers une chaîne YouTube d'un YouTuber qui a fait un super boulot pour tous ceux qui sont passionnés ou qui aiment de loin ou de près Tintin, qui aiment l'histoire autour des BD, qui veulent savoir un peu plus sur le contexte de l'écriture de la BD, de l'adaptation en dessin animé. C'est un magnifique travail de documentation qu'il a fait. Je vous conseille vivement de visiter la chaîne si vous êtes fan de Tintin, parce que c'est vraiment de l'or en barre cette chaîne. Ceci étant dit, place à notre top 10 des aventures de Tintin.
En 10e position, je place Vol 714 pour Sydney. Alors c'est l'avant-dernier album officiellement et c'est loin d'être le meilleur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tendance à aimer les albums où tout le monde est, on va dire, dans le même bateau. Tous les personnages qu'on a découverts à partir du Crabe aux pinces d'or, comme Haddock et Tournesol en tête, j'aime les avoir dans le même endroit pour vivre les aventures. C'est toujours plus sympa que Tintin et Milou tout seuls comme dans la première moitié de la série. Et 714 pour Sydney a l'importance de réunir beaucoup de personnages principaux et de faire revenir certains personnages qu'on a vus, comme le personnage de Zut par exemple, qu'on a vu dans Kankanstock, et de rassembler aussi des méchants, Rastapopoulos et Alan par exemple, qui vont être complètement décrédibilisés. Comment tu dis ça? Qui vont être complètement décrédibilisés, c'est pas facile à dire, mais j'aime cette histoire sur ce huis clos, sur cette île un peu mystique qui cache un secret, avec cette espèce de chasse à l'homme entre deux camps qui vont se mettre dessus avec beaucoup d'armes à feu. Ce qui est habituel dans Tintin, mais pas à ce point-là. Mais même si le final avec la soucoupe volante, et ça semble un peu sorti de n'importe où, je trouve ça malgré tout assez précurseur, parce que je crois que cet album est sorti en 68. C'était pas encore une époque où on parlait beaucoup de science-fiction et d'extraterrestres, donc je trouve que cet épisode reste assez avant-gardiste, même si au point de vue de l'écriture, c'est sûrement un des plus faibles de la série. Mais j'aime cette réunion de famille, et il y a un passage qui, dans l'animé, parce que c'est pas dans la BD, se démarque particulièrement. C'est au moment où Tintin, dans le cratère, va faire demi-tour pour retrouver Tournesol qui est resté en arrière, et que Haddock va lui dire « Tintin, au nom du ciel, reviens! Tintin! Tintin !» Ça a l'air de rien, mais Haddock qui tutoie Tintin, encore, Haddock qui tutoie Tintin, ça arrive que 2 ou 3 fois, les autres fois c'est souvent qu'il est ivre et que du coup il contrôle pas trop ce qu'il dit, mais là, c'est par amitié et c'est par inquiétude qu'il lui dit « reviens ». J'aime beaucoup ce petit moment-là qui fait la différence pour moi. En 9e position, et je pense que c'est la BD qui va sauver cette histoire, c'est l'Étoile Mystérieuse. L'Étoile Mystérieuse parce que le dessin animé ne rend pas très bien honneur pour une fois à la BD de départ. En effet, le dessin animé, je crois qu'il dure qu'une vingtaine de minutes, là où un Tintin standard en général dure 40, comme un épisode de série télé. Et il y a pas mal de passages avant le départ en expédition qui ont été zappés. Il y a un côté un peu plus mystique, un peu plus loufoque autour de Tintin qui fait le rêve de la fin du monde et de cette espèce de fou avec son affiche de l'araignée qu'on voit plus longtemps et plus souvent. Une fois qu'on est sur mer, il se passe plus de choses en mer, ça met un peu plus de temps pour arriver à destination, mais j'aime quand même beaucoup cette BD et l'animé dans une moindre mesure parce que c'est la première fois qu'on voit Haddock en tant que personnage récurrent. On l'a découvert dans Le Crabe aux pinces d'or, et là, vu qu'on va faire une expédition avec un bateau qui nécessite d'avoir un capitaine, Tintin va faire appel à son ami le capitaine. Donc c'est bien d'avoir fait cet enchaînement parce que rien ne prédisposait Tintin et Haddock dans Le Crabe aux pinces d'or à rester amis derrière ce qui s'est passé. Mais le fait que du coup ils retravaillent ensemble dans cet épisode-là, font qu'en fait ils vont plus jamais se séparer. Et puis les épisodes en mer, ils ont toujours un côté un peu particulier. Ils ont un vrai côté aventure, ce que j'aime beaucoup dans Tintin, c'est l'aventure. Et puis il y a ce côté mystique et flippant, dans une moindre mesure que ceux que j'ai dit tout à l'heure. Mais une fois qu'Tintin est sur l'île ou sur l'aérolite immergée et qu'il découvre que tout ce qu'il a amené avec lui se transforme au contact de ce métal, que ce soit le papillon qui vient d'un verre, la pomme qui tombe et qui fait planter un pommier géant, ou l'araignée et d'où sort cette araignée géante? On sait d'où elle sort. Elle était dans la boîte, mais c'est flippant, ce passage est flippant. Oh, quelle horreur! Cours, Milou! Non! Des fois, je sais pas ce qui se passait dans la tête d'Hergé, mais il y a quelques passages comme ça où d'un point de vue ambiance, d'un seul coup, on bascule. Temporairement, mais on bascule. Et du coup, Étoile Mystérieuse mérite pour moi cette 9e place dans mon classement. En numéro 8, j'ai choisi de mettre Objectif Lune. Donc là, on parle bien d'Objectif Lune et non de On a marché sur la Lune. C'est encore un épisode qui a la faculté à regrouper beaucoup de monde, Tintin, Haddock, Tournesol et les Dupont, donc c'est les principaux personnages, loin de leur cadre habituel, dans ce centre de recherche dans un pays étranger, avec l'objectif de fouler le sol de la Lune grâce au professeur Tournesol qui est vraiment mis en avant plus que jamais, qui pour une fois n'est même plus sourd parce qu'il se fait aider par des appareils pour être performant. Et ça donne une ambiance très différente entre les personnages, y compris quand Tournesol pète son câble et devient violent parce qu'on lui dit qu'il fait le zouave. Un passage excellent d'ailleurs. Alors je t'en prie, Trépan, arrête, tu vas nous tuer! Stop! Wow! Professeur, non! Eh bien, qu'en pensez-vous? Voilà ce qu'il a réalisé, le joueur. Et l'ambiance autour de ce décollage de la fusée à la fin de l'épisode, c'est vraiment magnifique.
Il y a toujours un effet waouh dans les scènes de nuit de Tintin, mais je crois qu'on verra jamais mieux que la scène du décollage de la fusée à la fin de la BD, et même dans l'animé d'ailleurs, c'est très joli. Regardez, capitaine. N'est-ce pas féerique? Oui, pour les spectateurs, c'est très joli. Avec la musique qu'il faut, comme d'habitude. D'ailleurs, au passage, la musique dans l'adaptation d'Ellipse, toutes les musiques sont géniales, et même aujourd'hui, elles sont pas vieillies. Et puis la BD, elle est sortie en 1953. C'était 15 ans avant la mission Apollo 11, donc ça s'est fait avec beaucoup de documentation, mais encore une fois, on était super en avance, c'était super ambitieux et précurseur cet épisode. Tout comme on a marché sur la Lune, évidemment, qu'on va retrouver un petit peu plus bas dans le classement. Ou plus haut, c'est selon le point de vue. En 7ème position, j'y ai placé le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil, pour moi, c'est la définition même de l'aventure avec un grand A. Milou, allons, viens vite. Nous allons trop vite. Et après tout, ça ne s'appelle pas les aventures de Tintin pour rien. Moi qui dis aventure, dis expédition, dis montagne, dis danger, dis escalade, dis jungle, dis animaux sauvages. Tout ça, tu l'as dans le Temple du Soleil. Même si les 7 boules de cristal avaient un côté mystique, horreur effrayant que le Temple du Soleil ne va pas reprendre pour plus privilégier l'aventure et l'exploration, c'est presque dommage, mais si on les sépare complètement, le Temple du Soleil, c'est une superbe aventure. On a Zorino, le petit enfant qui est très attachant, un peu comme l'était Chang, c'est rare qu'on ait des enfants attachants dans Tintin, n'est-ce pas Abdallah? Donc c'est sans aucune hésitation que je place le Temple du Soleil en 7ème position. Et voyons voir maintenant qui se situe en 6ème position. J'ai nommé Le Secret de la Licorne. Alors le Secret de la Licorne, on reste toujours dans l'aventure avec un grand A, mais si je le mets devant le Temple du Soleil par exemple, c'est en partie grâce à la magnifique séquence de la bataille navale entre la licorne et les pirates, racontée à partir des mémoires du chevalier de Haddock en direct par le capitaine qui du coup se prend complètement pour son aïeul. Visuellement, au niveau de l'ambiance, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans tous les Tintins, ce passage-là uniquement. Hein. Parce que l'ensemble de l'épisode, avec le passage du pickpocket, c'est un petit peu en dessous, c'est un petit peu lassant au bout d'un moment. Mais le côté enquête pour trouver les 3 bateaux et rassembler les 3 parchemins, et se dire qu'on est sur la piste d'un trésor, mais c'est ça Tintin. On découvre Nestor en plus, et Moulinsart qui va devenir la résidence principale du capitaine juste après. Donc c'est un épisode marquant, c'est un épisode important dans l'histoire, et sûrement l'un des plus connus. En 5ème position, je place On a marché sur la Lune. Donc la suite directe d'Objectif Lune, qu'on a placé un peu plus haut, ou plus bas, c'est selon le point de vue. Pourquoi celui-là? Parce qu'il y a un vrai côté claustrophobe dans cette fusée qu'on ne quitte pas du début à la fin. Sauf pour aller sur la Lune où on se sent pas très bien non plus, parce qu'on est dans un milieu hostile et inconnu. D'ailleurs, la BD pour moi est légèrement devant, puisque la BD va un peu plus loin dans l'exploration de la Lune, lorsque par exemple Milou va tomber dans une crevasse, dans une grotte, et que du coup Tintin va aller dans la crevasse rechercher son chien. Encore une fois, on ressent vraiment le frisson de l'aventure, et là il va découvrir une rivière de glace, de la glace sur la Lune. Donc il y a vraiment un côté découverte, limite scientifique, qui est un petit peu effacé dans le dessin animé, où quelque part il n'y reste pas très longtemps dans l'animé sur la Lune, ça va trop vite. Outre le côté claustro, il y a le côté manque d'oxygène, vu que les Dupont sont à bord et qu'ils sont 6 au lieu de 4, voire 7 si on compte Jorgen qui se cachait dans la cale. Donc cet épisode sent la mort, ils sont tous en danger de mort et risquent de ne pas rentrer assez vite et vivants. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout bizarre. Mes poumons, j'ai du mal à respirer. Surtout si tu ajoutes au sacrifice de Wolf, qui après avoir tué Jorgen, même si c'est accidentel, se suicide pour laisser les autres avoir plus d'oxygène. Et en plus, c'est hors caméra, donc tu ne le vois pas et tu l'imagines beaucoup, ce gars qui s'est jeté dans le vide, et il doit être encore en vie à regarder la fusée s'éloigner de lui, à toute vitesse. Dans Tintin, t'as pas forcément cette notion de la mort, en tout cas pas dans l'animé, parce que dans la BD, c'est parfois plus violent. Je pense par exemple à L'Oreille Cassée, où les 2 bandits de l'épisode se noient dans la BD, et dans l'animé, Tintin va les repêcher, parce que dans l'animé, c'est quand même légèrement aseptisé. Il y a beaucoup moins de bagarres, et on évite les morts. Et je trouve que ça a une portée plus ambitieuse, plus choquante, plus interloquante que les Tintins habituels dans cet épisode. Wolf, le malheureux, c'est pour éviter d'actionner le signal d'alarme et d'arrêter le réacteur qu'il a coupé les fils. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. En 4ème position, j'ai choisi de placer le trésor de Rackham le Rouge. Encore une fois, l'aventure avec un grand A.
Et encore une fois, je place quand même la BD, même si j'ai l'impression de le dire souvent, c'est à 2 ou 3 exceptions près que je préfère la BD à l'animé. Mais là, pour le coup, l'animé, il dure que 20 minutes, encore une fois. C'est très frustrant, comme l'étoile mystérieuse, alors que la BD nous propose plus de choses. On met plus de temps à trouver la fameuse île où il y aurait le trésor. Parce que du coup, ils vont se baser sur le mauvais méridien, et du coup, ils vont se rendre compte qu'ils ont dévié, et ils vont devoir rectifier la trajectoire. Et une fois qu'ils arrivent sur l'île, ils sont persuadés que le trésor, il est sur l'île. Et à un moment, ils vont trouver une croix, et ils vont penser que c'est la fameuse croix de l'aigle qui est sur les parchemins, et ils vont creuser en dessous. On reste plus longtemps sur cette île et sur le bateau, alors qu'encore une fois, dans l'animé, c'est trop rapide. Et il y a une image dans la BD qui n'est pas dans l'animé, qui me fait mourir de rire. C'est que à chaque fois, Tournesol qui vient d'arriver, d'ailleurs on fait sa connaissance dans cet épisode-là, d'où l'importance de l'épisode, à chaque fois avec son pendule, il dit qu'il faut aller plus à l'ouest. Ça commence là, comme quoi on va dans la mauvaise direction. Et à un moment, Tournesol, il est derrière le bateau, avec ses jumelles, et il se rend pas compte qu'il est en train de filmer alors qu'il s'éloigne. Et en fait, derrière lui, derrière eux, ils ont tous découvert l'île, et lui, il la cherche toujours en disant « Mais non, c'est pas ici, je vais vous montrer l'image parce que ça ne bouge pas. » Et je trouve ça tellement typique du personnage, et je les aime beaucoup ces personnages. On rentre dans notre top 3, et en troisième position, j'ai choisi de mettre... les bijoux de la Castafiore. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'adore les réunions de famille dans Tintin, et on n'a pas de plus belle réunion de famille que ce séjour de la Castafiore à Moulinsart, avec du coup Haddock, Tintin, Nestor qui est forcément là, les Dupont, Tournesol, Nestor, etc. Et c'est un Tintin un petit peu hors du temps, un peu hors série, parce qu'il n'y a pas de méchant dans cet épisode-là. En fait, quelque part, il n'y a même pas d'histoire, parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y avait jamais eu de voleur, mais que c'était une pie qui avait volé le diamant de la Castafiore, et que du coup, il suffit juste d'aller dans un nid pour retrouver... En fait, il n'y avait pas d'histoire. C'était une histoire plus pépère, plus posée, mais pas ennuyante. J'ajoute que tous les passages autour du perroquet, de Haddock et de la Castafiore et de leur supposé mariage, c'est très amusant. Tout comme Tournesol et sa télé en couleur, cette scène est absolument mythique, aussi bien dans la BD que dans l'animé. La bande nie farouchement. Eh bien, messieurs, il nous reste à vous féliciter pour cette brillante enquête et pour le lumineux exposé que vous venez d'en faire. Ça suffit. Et malgré la légèreté de l'ensemble, encore une fois, dès qu'on est dans les scènes de nuit et que l'épisode veut t'inquiéter un petit peu, surtout dans l'animé, tu as une super ambiance quand Tintin est dans la forêt et qu'il se fait surprendre par ce hibou. Un hibou, il m'a effrayé. Cette petite promenade nocturne ne nous a rien appris de plus. Mais cette BD a vraiment tendance à parfois te faire un peu flipper ou à t'inquiéter quand elle le décide. Et je trouve ça super fort. C'est quelque chose qu'Astérix n'a absolument pas, parce que j'aime beaucoup Astérix, mais Astérix pour moi c'est les BD, les dessins animés ne sont pas bons, les films, ça dépend lesquels, on en fera une vidéo un jour sur les films Astérix. Deuxième position, on y est, j'ai placé en deuxième les 7 boules de cristal. Je pouvais pas en mettre un autre. Les 7 boules de cristal, en 2021, du haut de mes 37 ans, me terrifient toujours. Alors pas seulement parce qu'il y a 2 scènes que je vous ai montrées qui sont absolument flippantes, mais parce qu'il se passe beaucoup de choses hors caméra, hors champ, que tu imagines. Parce que du coup tu ne le vois pas, on te le raconte. Je parle évidemment de l'attaque des 7 scientifiques, des 7 chercheurs ou des 7 explorateurs qui se font attaquer chez eux, la plupart du temps, alors qu'ils sont seuls. Rien que ça me fout des frissons. Ils se font attaquer seuls sans en être conscients, ou alors, comme la première victime, il est en train de traduire un texte qui raconte qu'ils sont tous en danger, que c'est une prophétie qui dit que ceux qui ramènent la momie sont en danger, et au moment où il lit ça, il y a un mec derrière. J'ai des frissons quand je dis ça. Il y a un mec derrière dans la pièce d'à côté qui ouvre la porte et qui balance la boule de cristal pendant qu'il est en train de dire « Les gars, il y a un problème !» Je te jure, j'ai des frissons. C'est pas parce que j'ai mis la clim, ça me fout des frissons dans tout le corps. Rien qu'à imaginer le mec derrière, hors champ, ou alors peut-être qu'ils sont 2, 3, 4 derrière, on ne sait pas comment ils sont organisés ces gars-là. Je viens juste de la finir. Je crois que nous devrions prévenir les autres. Il y a un problème. Le deuxième, ça ne se passe pas devant la caméra, encore une fois, c'est quand on est au théâtre avec la dame voyante là qui est en train de prédire à une spectatrice que son mari est en train de se faire attaquer et que juste à un moment où on a l'impression qu'elle voit ce qui se passe chez lui parce que du coup c'est une voyante et elle s'évanouit. La haine du dieu soleil est terrible. Cette scène est géniale et la musique y joue énormément. Mais qu'est-ce qu'elle a vu, la nana, au moment de s'évanouir? Elle a vu les agresseurs? Elle a vu la scène? Ah, j'ai des
frissons encore une fois. En fait, le fait d'imaginer ces mecs isolés chez eux, se doutant de rien, se faisant attaquer par quelque chose qui en plus a priori a l'air mystique. Est-ce que c'est vraiment la momie? Évidemment non, mais on le découvrira que très très tard. Le troisième, t'as le professeur Cantono, que Tintin essaie de prévenir parce qu'ils sont conscients que du coup c'est une chaîne et que du coup ils vont tous se faire avoir. Et au moment où il décroche, la fenêtre, alors qu'on lui dit de s'éloigner des fenêtres, c'est-à-dire c'est flippant quand Tintin dit « éloignez-vous des fenêtres ». Tu lui dis ça, mais t'es « oh, moi j'ai des fenêtres à gauche et à droite, là je suis pas tranquille, j'ai peur de voir une tête d'Indien derrière la fenêtre en train de faire et de balancer la boule ». Et du coup, au moment où la fenêtre est cassée, Cantono regarde, j'ai des frissons, je te promets, je vais pas bien. Cantono regarde la fenêtre et on ne voit pas ce qu'il voit, il fait juste « ah ». Et en fait, qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? Monsieur Cantono? Monsieur Cantono? Monsieur Cantono! Allô? Que se passe-t-il? Allô? Allô? Est-ce qu'il voit les agresseurs? En fait, tu peux imaginer tout et n'importe quoi, et il n'y a rien de mieux que la suggestion pour faire flipper, plutôt que de tout montrer. Le professeur Charlet, qui du coup voulait prévenir Tintin de ce qui se passait, et qui avait l'air un peu plus dans le coup, et qui se rend chez Tintin, se fait attaquer dans le taxi. Au moment où il arrive, il est déjà endormi. Monsieur Charlet? Trop tard. Des éclats de cristal. Donc même quand tu te déplaces, et que t'es pas chez toi, tu es en danger. Alors heureusement, on se détend un peu avec l'avant-dernier professeur, le professeur Ornay, qui se fait avoir uniquement parce que les Dupont ont mal fait leur boulot. Mais que dire de la dernière nuit chez le professeur Bergamote, avec cet orage, avec ce cauchemar, enfin ces cauchemars que tout le monde fait, et le pauvre professeur qui se fait attaquer durant son sommeil. Le mec s'est couché dans sa chambre, avec des flics en bas de sa fenêtre, avec des flics devant sa porte, mais s'est fait avoir quand même. Pendant qu'il dormait, il devait pas se douter que dans le noir, dans sa chambre, il y avait un mec, ou plusieurs, comme ça, avec une boule, et qui le regardait dormir, et... frisson. Oh la vache, il faut que je sorte de cet épisode-là, mais il y a une telle ambiance dans les 7 boules de cristal, c'est absolument flippant, mais c'est magnifiquement retranscrit. Là, le dessin animé, grâce à la musique, grâce à l'ambiance, mais il éclate la BD qui pourtant est très bien, hein. Mais là, c'est un très bon exemple de en quoi l'animé va... Waouh, elle va booster tout ça. Et la musique, l'ambiance, la mise en scène de cet épisode, c'est pour moi le tout meilleur, presque parce qu'il y en a un qui mérite pour moi d'être devant, parce que autant les 7 boules de cristal, c'est le frisson et c'est l'inquiétude, autant dans celui que j'ai mis en numéro 1, ce sera l'amitié pure et l'émotion. Tintin au Tibet. Ce que j'aime beaucoup dans Tintin au Tibet, c'est cette histoire d'amitié qui a atteint, je pense, son sommet avec le capitaine Haddock, qui du coup va suivre Tintin dans les montagnes alors qu'il déteste marcher, parce que Tintin est sûr que son ami a survécu à un crash d'un avion et qui du coup appelle au secours. Il se base sur un rêve, soi-disant prémonitoire, et Haddock, bien qu'il va essayer de lui dire mais c'est de la folie, il doit forcément être mort, il va le suivre partout, quitte à mettre sa vie en danger. Que faites-vous? Je vais tout simplement larguer les amarres, mon jeune ami. Capitaine, je vous en conjure, ne faites pas ça! Vous ne me ferez pas changer d'avis, mieux vaut une seule victime que deux. Je trouve que c'est la plus belle preuve d'amitié que j'ai jamais vue dans la BD, et dans aucune BD d'ailleurs. Et malgré tout, à un moment donné, Haddock va abandonner, une fois qu'ils sont vers la fin et qu'il y a eu l'avalanche, qu'ils ont vraiment failli tous crever, Haddock dit, bon cette fois-ci, je rentre, venez avec moi, Tintin il fait non, et du coup ils se rendent compte qu'ils vont avoir un problème, qu'ils doivent se séparer. Et là, t'as Tintin qui prend Haddock dans ses bras, et c'est la première fois et la dernière fois que tu verras ça, et qui lui dit merci d'avoir été un si bon ami. Merci pour tout ce que vous avez fait, capitaine. Et merci d'avoir été un si bon ami. J'adore ce passage-là. Ouh, j'ai eu un petit coup d'émotion. Et juste après, wow, excusez-moi. C'était pas prévu. Juste après, il y a Tintin qui du coup va continuer seul pendant un moment et qui va appeler Chang dans la nuit avec la lune qui est juste derrière. Je pense que c'est le plus beau plan de la BD. Il est pur cet album-là, il est pur, il est triste parce que l'avion s'est vraiment écrasé, il y a vraiment des enfants qui y sont restés, comme le montre ce nounours que Tintin va découvrir, avec Haddock qui y verse sa petite larme. Dites, regardez ce que je viens de trouver, c'est navrant. Vous n'auriez pas pu découvrir autre chose, non? Il y a vraiment quelque chose de grand
dans cette BD. Tintin y va par amitié pour quelqu'un en pensant qu'il n'est pas mort, et Haddock, qui ne connaît même pas Chang, il va aussi par amitié pour soutenir son ami, même s'il pense qu'il est fou. Moi, je trouve ça absolument beau. C'est vraiment de l'amour, ça. De l'amour, de l'amitié, ce que tu veux. Souvent, les deux, il n'y a qu'un pas. Va falloir que j'arrête là. Le Tintin ultime, en tout cas. Magnifique. Un sommet, c'est le cas de le dire. Un vrai sommet, on fera jamais mieux derrière. Et c'est un des derniers. Pour moi, les Tintins qui sont dans la deuxième partie, voire vers la fin, sont souvent les meilleurs. Alors, ce sont mes critères. Mais quand on voit que tu commences par Tintin au Congo et Tintin en Amérique, deux horreurs, deux aberrations, surtout le Congo, et que tu vois que malgré tout, ça décolle petit à petit, tu te dis quand même que c'était pas gagné. Je vais arrêter là, parce que j'avoue que je me suis remémoré des trucs là qui m'ont touché. J'ai fini pour ce classement des Tintins. Quel est le vôtre? Est-ce que ce sont les 10 mêmes, peut-être dans le désordre? Est-ce qu'il y en a d'autres, comme le Lotus Bleu qui est souvent coté, ou l'Île Noire, qui mériterait pour vous d'en faire partie? N'hésitez pas à échanger sur vos souvenirs d'enfance liés à Tintin ou liés au BD en général. Je pense aussi à Astérix, peut-être que j'en parlerai un jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important pour continuer à faire vivre et faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à la partager, à mettre des pouces bleus si vous l'avez appréciée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!